Le président chargé de la consolidation de la paix auprès des Nations Unies. Au centre de ces entretiens, les prochaines élections en Guinée, la maladie Ebola, la paix et la réconciliation nationale. Compte rendu, Sanassi Keita. Des questions de droits de l'homme, de démocratie, de paix et de sécurité étaient au centre de ces discussions qui ont duré une quarantaine de minutes entre le chef de l'État et le président de la consolidation de la paix auprès des Nations Unies. Pour toutes ces questions, Olof Skog n'a pas manqué d'exprimer au professeur Alpha Condé le soutien des Nations Unies à la Guinée. Nous avons conversé sur les défis du pays de venir à zéro quant à la situation d'Ebola. J'ai exprimé mes condoléances à part de la Suède et des Nations Unies pour toutes les victimes de Ebola dans ce pays. Et notre responsabilité et notre volonté de continuer à accompagner Guinée pour venir à zéro et puis depuis cela de relancer la situation et la normalité d'ici et aussi d'accompagner le pays quant à la réforme de la secteur sécurité, la réconciliation nationale et puis aussi aux élections et le processus électoral et travailler avec le président et ses ministres pour maintenir la stabilité, l'harmonie de la société guinéenne. Le président de la République s'est fortement réjoui du soutien que les Nations Unies ne cessent d'apporter à la Guinée dans tous les domaines. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir le représentant des Nations Unies qui nous accompagne pour la réconciliation nationale. Vous savez que c'est grâce à l'accompagnement que nous avons pu faire la réforme de l'armée et aussi que nous avons pu mettre en place la structure avec l'archevêque de Conakry et le grand imam. Et ils nous ont accompagnés ici pour les élections. Donc nous avons eu beaucoup de plaisir à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Mais nous avons encore des très grands défis, notamment la réforme de la justice. Vous savez que depuis 50 ans, c'est la première fois qu'on a aujourd'hui l'institution de la magistrature qui n'existait pas, etc., qu'on a vraiment ça dans la réforme. Donc nous comptons sur eux pour qu'ils continuent à nous accompagner, à la fois pour lutter contre l'Ebola et ensuite le post-Ebola, mais aussi pour les élections libres, démocratiques et inclusives. Autre audience du président de la République, celle accordée à la représentante de CDC Atlanta en Guinée. CDC Atlanta, une agence de santé publique des États-Unis d'Amérique. Au menu des entretiens entre professeur Alpha Condé et Dr Rama Ajeb, la maladie à virus Ebola. On lui a juste donné un compte rendu de la situation de la maladie à virus Ebola ici en Guinée et aussi on a discuté les préparations pour la campagne d'urgence de Forécaria qui a comme objectif principal de sensibiliser la population pour la maladie. Monsieur le Président, il est vraiment très supportif de toutes les activités que les organisations internationales sont en train de faire pour supporter la cellule de coordination au niveau national, au niveau du ministère de Santé, qui est vraiment le parti responsable de gérer toute la riposte de la maladie ici en Guinée. Dr Rama Ajeb a en outre témoigné au professeur Alpha Condé de sa volonté à travers son agence à apporter tout le soutien nécessaire à la Guinée dans la lutte commune engagée contre la maladie à virus Ebola. Je vous l'annonçais dans les titres, les travaux de bitumage de la voirie urbaine de Mandiana ont repris. Le projet avait accusé du retard. Cette longue attente devient aujourd'hui un simple souvenir pour les populations de cette ville qui reçoit pour la première fois du goudron dans son histoire grâce à la Troisième République dirigée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voici Mandiana, une présentation signée Sekou Sibi en Toumani Kamara. Première couche de béton bitumineux que la ville de Mandiana reçoit depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance. Lansé Keita a 13 ans. Il est parmi cette génération qui savoure cette étape heureuse d'une ville où la poussière et la boue sur les voies publiques étaient des réalités quotidiennes des populations. Ces travaux historiques de bitumage des voiries urbaines de Mandiana
sont réalisés par la Guinéenne de terrassement Guiter SA. Après 3 ans de retard dans leur exécution, Guiter rassure. Vraiment, c'est une très longue histoire et la poussière, ils étaient vraiment fatigués de la poussière. Mais je peux leur rassurer que dans 2 semaines, s'il plaît à Dieu, le goudron va finir. Le contrôle des travaux est confié à un bureau d'études qui dispose d'une expertise internationale depuis des années. Ce qui est un motif d'assurance pour les Mandianaka sur la qualité des travaux. Ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est le cabinet de contrôle qui est Louis Berger, qui est un cabinet international quand même. Donc il n'a rien à voir avec nous ici, si ce n'est pas pour contrôler le travail de Kaba Guiter. Cela nous rassure à plus d'un titre. Vraiment, nous on est contents. Et avec les festivités de l'an 57 de la Guinée, plusieurs autres chantiers sont ouverts pour changer l'image d'une ville qui est restée longtemps à la traîne du développement dans plusieurs domaines. Le président de la République, dans son programme de développement, vole également au secours de l'école guinéenne. Il offre plus de 6000 tables-bancs aux écoles primaires de Conakry, Farana et Kankan. Ceci pour lutter contre la concentration dans les salles de classe. Professeur Alpha Condé exige que ce soit les menuisiers de ces préfectures qui bénéficient de ce marché. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire était à l'intérieur du pays pour les rencontrer. Reportage Denise Timbo Mongono, Mamadi Sidiki Kamara. C'est une rencontre entre le ministre de l'enseignement préuniversitaire et les menuisiers de Kankan et Farana. Des ouvriers qui viennent de bénéficier du marché public de confection des tables-bancs pour les écoles des 2 régions. Ça rentre dans notre intérêt, les ouvriers, et ce sont nos enfants qui sont dans les mêmes écoles. On est vraiment contents aujourd'hui. Ce marché, offert par le président de la République à ses artisans, vise à valoriser la main-d'œuvre locale et encourager l'émergence des petites et moyennes entreprises. Et le président de la République a constaté que la majeure partie des appels d'offres, n'est pas de la totalité des appels d'offres qui sont faits. Les vainqueurs de ces appels d'offres sont naturellement les grandes entreprises, les gens qui ont de très grandes possibilités. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ces grandes entreprises, par fini, sous-traitent avec la classe ouvrière qui est présente. Donc le souci du président de la République, cette fois-ci, c'est de faire en sorte que cette classe ouvrière qui est utilisée comme étant main-d'œuvre et qui est utilisée pour la sous-traitance, que cette classe ouvrière puisse bénéficier directement. À Farana, c'est dans la soirée que la délégation s'est entretenue avec les menuisiers bénéficiaires. 30% de la valeur du contrat leur ont été payés. Le reste de la somme sera payé après livraison totale de la commande, prévue pour 1 mois. Au compte toujours de l'éducation, retenez que la Guinée participe à la biennale de l'édition des Francas, ouverte ce matin dans la ville de Nantes, c'est en France. Les travaux vont durer 2 jours. Ils permettront de discuter des questions d'éducation liées à la jeunesse française et guinéenne. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Alia Kamara. La ville de Nantes, une commune de l'ouest de la France qui s'étend sur les rives de la Loire avec ses 284 000 habitants. C'est là que se tient la Biennale des Francas, une fédération créée en 1944 pour prendre en compte les dimensions éducation et émancipation des jeunes. Cette 5e Biennale de l'éducation propose aux jeunes de France et des pays partenaires comme la Guinée de comprendre la ville comme un espace d'engagement pour dessiner le parcours de la vie. Nous avons souhaité accueillir nos partenaires guinéens, réfléchir ensemble sur les questions d'éducation, sur les questions de jeunesse, nous semble important parce qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a quelques années, les problèmes qui se posent aux jeunes et aux générations futures se posent à la fois dans les pays, mais se posent à l'échelle mondiale. Et les défis de vivre ensemble qui nous sont posés aux uns et aux autres, quel que soit le continent sur lequel on est, doivent, nous semble-t-il, être réfléchis ensemble. Les Francas des pays de la Loire sont en relation étroite avec la Guinée à travers la ville de Kindia. L'invitation de Conakry à prendre part à cette rencontre n'est pas fortuite. La Guinée présentera un exposé sur la prise en charge des questions de jeunesse par les pouvoirs publics actuels. Depuis 3 ans déjà, nous sommes en partenariat avec la ville de Nantes et particulièrement avec les Francas de la Loire Atlantique.
Nous développons donc un projet de formation de jeunes animateurs, toujours dans le cadre de l'éducation populaire. Et aujourd'hui, ce projet est très avancé, il fait des résultats sur le terrain parce qu'il nous a permis de former à ce jour 660 animateurs dans notre pays. Des jeunes qui sont d'ailleurs actuellement déployés sur l'ensemble du territoire pour contribuer à la sensibilisation contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette biennale d'éducation va durer 2 jours ici au lycée Nelson Mandela de Nantes. Ces jeunes lycéens sont même invités à participer aux travaux des ateliers pour extérioriser la façon dont ils ressentent le regard des adultes. Une communication des ministres français et guinéens de la jeunesse est attendue dans les prochaines heures. Et puis, le WACF-BID vient d'approuver un nouveau financement en faveur du système éducatif guinéen. L'enveloppe s'élève à plus de 4 milliards de nos francs. La signature de cette assistance s'est déroulée ce mercredi entre le président de cette institution et le ministre de la Coopération internationale. Les précisions avec Mamadi Terna Kamisoko. L'objectif de l'octroi de ce nouveau financement est de qualifier l'enseignement en Guinée. Le WACF-BID Guinée, pour l'exercice 2015, s'engage à accompagner les départements du système éducatif du pays. Outre la construction et la rénovation des infrastructures scolaires, plusieurs jeunes bénéficieront des bourses d'études vers l'extérieur. Pour l'année 2015, le Conseil d'administration a approuvé au mois de décembre dernier un budget prévisionnel de plus de 4 milliards de francs guinéens. Ce montant se répartit comme suit: amélioration des infrastructures scolaires, universitaires, des équipements et matériels scolaires pour 3 milliards. La formation des jeunes étudiants démunis et méritants, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger, pour 612 millions. Et développement institutionnel pour 400 millions. L'année dernière, certaines écoles et universités de Farana, Kissidougou, Kerowane, Conakry et tant d'autres ont été les zones d'intervention du projet WACF-BID avec un financement de 3 milliards 700 millions de francs guinéens. Aujourd'hui, c'est une autre assistance qui s'ajoute aux autres assistances que nous avons bénéficiées. Je vous ai dit, j'ai dit dans mon discours que toutes les universités publiques avaient bénéficié d'un centre informatique équipé, financé, souvent construit par le WACF-BID Guinée, pour permettre à ce système de se qualifier. Au-delà de l'appui au système éducatif, le WACF-BID va bientôt lancer la construction d'un projet immobilier comprenant 3 tours de 17 à 20 étages à Kaloum pour un coût de près de 50 millions de dollars. Autre sujet de cette édition, présentation du projet post-Ebola au bailleur de fonds pour avis. Son coût est estimé à plus de 2 milliards de dollars et vise à renforcer les acquis et surtout d'apporter un nouveau souffle sur la problématique de la santé dans notre pays. Le point avec Boubacar Ba. C'est un plan d'action prioritaire post-Ebola qui s'articule autour des programmes et projets d'investissement et des mesures d'accompagnement pertinents pour la relance de l'économie guinéenne. L'approche dans la conception du document a tenu compte des secteurs les plus affectés par le virus Ebola sur la base de l'évaluation des chocs, des facteurs de vulnérabilité et de l'impact observé dans le pays. Nous sommes dans une situation où il faut nous aider pour qu'on redresse, on essaie de reprendre la trajectoire normale et ensuite rester sur cette trajectoire, en tout cas si on ne montre pas qu'on ne descende pas. En raison du fait que cette maladie à virus Ebola a mis à nu la faiblesse du système de santé dans les 3 pays, certains partenaires souhaitent que le problème de santé tienne compte des autres maladies comme le paludisme, la tuberculose, le sida et tant d'autres. Le financement de l'ensemble des projets et programmes est estimé à 2 milliards 28 millions de dollars. Nous sommes satisfaits des avancées notoires en termes donc de la qualité du document, de sa consistance et surtout de son focus sur les priorités de l'heure. Ces partenaires ont également salué l'initiative que constitue la prise en charge autonome par une équipe guinéenne pour définir eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, le plan de relance. Signalons que les coûts des projets sont basés sur les estimations actuelles liées à la structure des prix en Guinée à l'horizon décembre 2015.
Les responsables de la compagnie Rusal et l'ambassadeur de la République fédérale de Russie en Guinée étaient face à la presse ce mercredi pour parler de la lutte contre Ebola. Ils ont réaffirmé leur détermination à aider la Guinée dans son combat contre l'épidémie. Le point avec ça à Maratolno. L'ambassadeur de la République fédérale de Russie et les responsables de la compagnie Rusal se retrouvent devant les hommes des médias. C'est pour expliquer les différentes interventions russes dans la riposte à Ebola depuis le déclenchement de cette épidémie. Moscou réaffirme son soutien à la Guinée jusqu'à l'éradication de l'épidémie. Notre projet phare, si on peut dire dans ce domaine, c'est l'hôpital que Rusal vient de construire. Le taux global d'investissement pour la construction, l'équipement, la prise en charge de ce centre, ça dépasse déjà 10 millions de dollars et ça, évidemment, dans l'avenir, ça va dépasser beaucoup. Je crois que le meilleur investissement, quelle que soit la somme, c'est dans la science et c'est dans le système de santé pour les perfectionner. En plus de ce soutien matériel et logistique, la compagnie Rusal et la République fédérale de Russie appuient aussi la Guinée dans cette lutte par l'octroi des vivres aux familles touchées par la maladie. Nous étions venus pour non seulement témoigner notre reconnaissance à cet appui qu'ils nous ont apporté dans le cadre de la riposte contre Ebola et qu'il reste à nos côtés jusqu'à la déclaration de fin d'épidémie. Et le deuxième, nous aider à relever, à continuer les activités de relèvement. La République fédérale de Russie et le géant mondial de l'aluminium sont plus que jamais déterminés à accompagner la Guinée dans son processus de développement à travers la recherche scientifique. Déjà à Kimia, elles ont réhabilité l'Institut Pasteur, un centre qui facilite la recherche médicale en Guinée. Une autre lutte, celle engagée contre les mutilations génitales féminines dénommée BATE, a été officiellement lancée, initiée par PSI Guinée en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne et le gouvernement. Elle vise à combattre cette pratique qui porte atteinte à la santé de la femme dans notre pays. Reportage Maïmouna Bella Diallo, Habib Thiam. Une étude menée en Guinée en 2012 montre que 97% des femmes de 15 à 49 ans sont excisées. Une situation qui interpelle le gouvernement et ses partenaires comme PSI Guinée et la KFW. Les filles de 5 à 9 ans pour 41%, mais également celles de moins de 5 ans pour 25% et celles de 10 à 14 ans pour 32%. L'abandon des mutilations génitales féminines constitue un point sensible et un axe essentiel de la promotion des droits de la femme. C'est une thématique qui questionne le respect que nous avons pour la femme, son corps et sa santé. En 1964, les autorités guinéennes ont engagé la lutte contre les mutilations génitales féminines. Mais c'est seulement en 2000 qu'une loi criminalisant la pratique a été adoptée. Aujourd'hui, si nous vivons d'une Guinée prospère et forte, nous devons commencer à protéger la vie de celles qui donnent la vie. Nous devons dire non aux mutilations génitales féminines. Cet encouragement n'est pas seulement le mien. Il est d'abord avant tout celui de l'État guinéen. J'invite toutes les femmes guinéennes à suivre le slogan de PSI pour dire que ma fille ne sera jamais excisée et ma fille ne subira jamais le fléau dont j'ai été victime moi-même. Je pense que ça y va dans la santé de la femme, ça y va dans le développement même de notre nation. La campagne de sensibilisation BATE, dont le slogan est « Filles non excisées, filles épanouies », se fixe pour défi l'abandon de l'excision en Guinée. Elle va couvrir les 33 préfectures en ce mois d'avril. Ebola encore, la coordination nationale et ses partenaires lancent une campagne de sensibilisation et de détection précoce des cas d'Ebola à Forêt-Caria du 11 au 14 avril 2015. Cette campagne se poursuivra dans les autres préfectures de la Basse-Guinée. On écoute Dr Sako Bakita. Pour cette campagne, le premier, c'est pour pouvoir diffuser largement nos messages de prévention.
Deuxièmement, diffuser le contenu de la déclaration d'urgence sanitaire qui a été faite par Monsieur le Président de la République, afin que tous les citoyens s'approprient du contenu et de changer leur comportement par rapport aux mesures qui sont contenues dans cette déclaration. Et l'une des innovations de cette campagne, c'est que nous allons demander aux familles s'ils n'ont pas de malades qui présentent des symptômes d'Ebola. Donc, en vue de pouvoir tester tous ces malades et pour traiter les cas qui vont être confirmés d'Ebola. Ce phénomène aussi qui prend de l'ampleur, les AVC, accidents vasculaires cérébraux, frappe plusieurs personnes. Le traitement de cette maladie reste encore cher à l'hôpital Ignace Dine. Notre équipe a suivi la prise en charge de quelques patients. Adia Toubari. La majorité des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux sont reçus en urgence. Ils sont souvent inconscients. À l'unité de réanimation de l'hôpital Ignace Dine, ou dans un service neurovasculaire, les patients reçoivent les premiers soins. À l'entrée, la tension du malade est vérifiée, puis il est perfusé. Les premières choses, c'est contrôler les paramètres vitaux, c'est-à-dire la tension artérielle, le pouls, la température. S'il y a à placer une sonde urinaire, on place une sonde urinaire, parce que généralement, c'est des patients qui n'arrivent pas à éliminer les urines d'eux-mêmes. Ou alors ils peuvent bien sûr, mais ils ne contrôlent pas. Au service de neurologie, commence le traitement intensif. Les patients sont examinés par un neurologue. Tout au long de l'hospitalisation, les malades sont soumis à différents traitements. Une prise en charge primaire, donc il faut d'abord prendre en charge son hypertension artérielle, ça c'est évident, pour essayer de normaliser d'abord les chiffres tensionnels. Ensuite, il faut également essayer de rendre les vaisseaux un peu plastiques en donnant des produits, par exemple des produits qui luttent contre le cholestérol, ainsi de suite. Il faut également chez lui, comme il a fait un ramollissement qui est différent d'une hémorragie cérébrale, c'est un ramollissement, il faut essayer de donner des anti-agrégants plaquettaires. Chez nous, le moins cher ici, c'est l'aspirine. Il faut essayer de donner chez certains malades. On peut donner aussi le propidogrel, mais c'est l'aspirine qui est plus recommandée chez de tels malades. La plupart des victimes d'accidents vasculaires cérébraux sortent de l'hôpital avec un handicap. Après l'hôpital, leur traitement se poursuit à domicile ou encore dans un centre de rééducation. Lutte contre le virus Ebola, les ministres de la Santé et celui de la Communication étaient hier à Sengeleng et à Benamoussaya dans la préfecture de Forêt-Karia. Remi Lama et Aluseni Makanerakake ont rencontré sur place les personnes contacts en surveillance permanente et assisté à Benamoussaya à la sécurisation d'un corps avant l'enterrement. Nous reviendrons plus en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Parlons d'assassinat. Le cas est survenu depuis lundi au port autonome de Conakry. Un navigateur coréen a été sauvagement tué par un de ses subordonnés à bord de son navire. L'assassin de nationalité indonésienne est actuellement entre les mains de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Focus également sur Dunokolo, un village de plus de 1300 ans. Sa création remonte depuis le Manding médiéval. Le village compte d'énormes potentialités culturelles, parmi lesquelles une mare au caïman et des percussions utilisées uniquement à l'occasion de grandes rencontres festives. C'est le grand format de cette édition signée Mahwa Sangare. Dunokolo, le tout premier village habité par les Condés dans le Manding médiéval. Depuis 1300 ans, les Condés sont les autochtones de cette localité. Bordée par le Sankarani, Dunokolo, cette localité a d'énormes potentialités culturelles en plus de sa mare au caïman.
Comment est venu le nom d'Ounoukolo? Ce nom provient de Sunukumba, ce qui veut dire les Condés ont été les premiers habitants. Et ce sont eux qui ont accueilli d'autres personnes sur leur terre. Ce que je peux dire aux autorités sur cette mare au Caïman, c'est bien de nous aider à conserver cette mare, puisque ces Caïmans sont des personnes de notre village. Par la grâce de Dieu, depuis la naissance de notre village, nous n'avons eu aucun problème. Dounoukolo regorge d'une diversité de percussions qui offre cette image colorée de la culture mandingue. Le diagbé, kondindon et le sorodon. Les percussions wadanin foli, soroulin foli, namanin foli. Nous dansons le diagbé, qui est un rythme très ancien, qui est un mouvement d'ensemble où femmes et hommes font la ronde pour danser. Le diagbé est une danse qui favorise la fraternité entre les habitants de notre village. Ces percussions sont souvent dansées avec des masques comme Sorowoulé qui effraient les femmes et enfants. Le Condé est un véritable grand danseur, toujours muni d'une chicotte, garde aux femmes ou enfants qu'il rencontre sur son chemin. Ces jeunes armées de bois qui l'entourent lui servent de garde du corps. Ces armes en bois sont appelées Wadabolo, qui signifie peau de tigre. Ce bois est spécialement utilisé dans la démonstration du Condé. Ce masque s'appelle Sorowoulé. Ce masque est vu par tous, mais n'est pas à la portée de tous. Ce masque est confié à un vieux du village responsable et intéressé. Cette danse est uniquement consacrée au masque Sorowoulé. Ces percussions sont pratiquées lors des mariages, à la fin des récoltes, dans les cérémonies de réjouissance. Sport, dans le cadre du démarrage de la saison sportive 2015-2016, les fédérations guinéennes de handball et de basketball ont organisé cette semaine leur Super Coupe. C'était au stade du 28 septembre. Le condensé de ces deux compétitions avec Ibrahima Sori Fofana. Toutes ces rencontres ont eu pour cadre le stade du 28 septembre, consacrant ainsi le démarrage de la saison sportive au niveau des deux fédérations. En handball série féminine, l'Union sportive de Guinée, championne en titre, était opposée à l'Olympique Club, équipe détentrice de la Coupe nationale. Cette rencontre d'un niveau technique remarquable et plein de promesses pour le handball guinéen a vu l'Olympique Club de Guinée triompher sur le score de 22 buts à 18. Chez les garçons, le Orea Handball Club, vainqueur de la Coupe nationale, se mesurait à son homologue de l'Union sportive de Guinée, championne en titre. Au-delà de la confrontation, cette rencontre évoque désormais le derby classique du handball guinéen. Et le Orea 13 en verve n'a eu aucune difficulté majeure pour venir à bout de l'Union sportive de Guinée, 32 buts à 23. En basketball, la Super Coupe avait au programme un seul match en série masculine. Le Orea Basketball Club, vainqueur de la Coupe nationale, était opposé au SLAG, entendez Sédou Legacy Athletic Club, championne en titre. Au terme d'une partie âprement disputée, le Orea Basketball Club s'est imposé 82 points à 73. Page noire de cette édition, le caméraman de la RTG, Youssouf Kamara, est décédé ce mercredi des suites de maladie. L'enterrement a eu lieu cet après-midi à Gbessia. Paix à l'âme de Youssouf Kamara. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout continuez de regarder la RTG pour mieux vous informer.